d'Afrique, des Caraïbes et des Pacifiques ACP à Nairobi au Kenya. Les dirigeants de ces groupes, parmi lesquels les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, vont approuver les résultats des négociations en vue d'un nouvel accord de partenariat ACP Union européenne. On en parle tout à l'heure dans ce journal. En ce qui concerne l'actualité c'est aussi la journée internationale de la lutte contre la corruption qui freine les développements social et économique, affaiblit les systèmes éducatifs et les systèmes de santé. Dans ce journal, à suivre le résumé du message du vice-premier ministre, ministre de la Justice. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à ce journal de 20h sur la RTNC. Je le disais tout à l'heure, Nairobi, la capitale kenyane, accueille depuis ce matin le 9e sommet des chefs d'État et des gouvernements du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Une rencontre au sommet à laquelle prend part le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, un groupe ACP transformé et engagé en faveur du multilatéralisme. C'est le thème sur lequel devront s'appuyer les dirigeants de ces groupes pour approuver dans la finalité les résultats des négociations en vue d'un nouvel accord de partenariat ACP Union européenne. L'arrivée plutôt du président de la République sur place à travers ses commentaires de Willy Atunakov. C'est le lundi 9 décembre 2019, dans la matinée, à bord du jet présidentiel en provenance de Kigali au Rwanda, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Nairobi, au Kenya, par l'aéroport international Jomo Kenyatta, où il a eu droit à un accueil officiel digne. Tapis rouge déroulé pour la circonstance, bouquet de fleurs, chaude et d'honneur, salutations du personnel de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Nairobi. Après la signature du livret d'or, suivi d'un bref entretien au pavillon VIP de l'aéroport, le cortège présidentiel s'est ébranlé directement au Centre international des conférences Kenyatta, où le chef de l'État de la République démocratique du Congo a pris part, aux côtés de ses pairs du groupe ACP, à l'ouverture officielle des travaux du 9e sommet de chefs d'État et de gouvernement ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, placé sous le thème « Un groupe ACP transformé et engagé en faveur du multilatéralisme ». Il s'agit en fait de la 3e visite officielle du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Nairobi. Parmi les membres de la délégation congolaise à ces assises, l'on a noté la présence de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marine Toumba Nzenza, et de son collègue de l'industrie, Julien Paluku Kaongia. Et bien avant la rencontre au sommet de Nairobi, le chef de l'État, sur invitation de son homologue rwandais Paul Kagame, a pris part au festival d'Idekouzi. Parmi les personnalités des hauts rangs, notamment le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat. Félix Tshisekedi a présenté sa vision de la gouvernance. Giscard Koussema pour d'autres précisions. Assurer le leadership au niveau sous-régional et faire entendre la voix de la République démocratique du Congo dans les concerts des nations, telles sont les motivations de cette 2e visite officielle du chef de l'État en terre rwandaise. Accueilli à l'aéroport de Kigali par le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Vincent Biruta, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussitôt pris la direction de Masaka au festival des idées des Koussi où l'attendait son homologue Paul Kagame. Dans l'auditorium de Intare Arena, le mythique siège du FPR, le président de la RDC était choisi parmi les panélistes de notoriété pour réfléchir sur ce que sera l'Afrique dans les 60 prochaines années. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le premier ministre honoraire du Kenya, Raila Odinga, les chefs d'État, Paul Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont tour à tour donné leur vision sur l'Afrique au regard de nombreux défis de paix, sécurité, développement et bonne gouvernance. Tous sont unanimes que l'Afrique est un continent d'avenir au regard de son énorme potentiel humain et environnemental. Tous rêvent une Afrique unie grâce au programme intégrateur dont les pionniers restent les barrages d'Inga 3 en République démocratique du Congo. Grand défenseur de la zone de libre-échange, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est revenu sur l'adhésion de la RDC à la East African Community. La demande d'intégration a obtenu l'unanimité des soutiens des États membres. En tant que pays, le Congo, de par sa position géostratégique, est un formidable carrefour
entre plusieurs communautés politiques et économiques régionales. Et donc, nous nous sommes dit il faut bien aller dans toutes ces communautés, être une sorte de trait d'union entre le nord et le sud de l'Afrique, l'est et l'ouest, et nous en avons la capacité, de par sa taille et de par ses potentialités. Voilà pourquoi, pour nous, l'enjeu des infrastructures est très important. Il faut que le Congo, qui jusqu'ici a été un des derniers, je veux dire, dans ce domaine, vu les possibilités qu'il a, se lance dans la construction d'infrastructures, parce que cela aussi va, j'ai parlé de l'Afrique tout à l'heure, favoriser l'intégration régionale. Et c'est ce qui nous a poussé très récemment à faire la demande d'adhésion à l'East African Community, parce que nous pensons que l'Afrique ne va pas réussir une intégration immédiate dans toute sa largeur, sa grandeur, mais cela ira étape par les communautés sous-régionales qui doivent d'abord s'ouvrir en leur sein, établir des échanges commerciaux et autres, et ensuite, petit à petit, faire le lien avec d'autres communautés et arriver à élargir cette intégration à toute l'Afrique. Considérés comme les hauts lieux de réflexion et perspective, les festivals du Didikoussi a le mérite d'éveiller la conscience collective sur le potentiel du continent africain et dont la République démocratique du Congo a un rôle non moins important à jouer. Et avant l'étape de Kigali, le président de la République a échangé avec une délégation de Tekeumbu. Suivez. La question des conflits coutumiers dans certains regroupements de notre pays et celle des participations des autorités coutumières dans les institutions de la République ont constitué l'essentiel de l'audience qu'a accordé le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au détenteur du pouvoir ancestral Tekeumbu de la ville-province Kinshasa. Conduit par le chef David Matadi Kibala, la délégation a profité de l'occasion pour présenter aux garants de la nation les problèmes socio-culturels qui se posent dans cet espace Tekeumbu. En face d'elle, il y avait une oreille attentive. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rassuré ses hôtes de son implication personnelle pour la résolution de tous ces problèmes. Très émerveillés par la qualité d'écoute du chef de l'État, les chefs coutumiers n'ont pas caché leur satisfaction. La communauté réclamait le quota de Kinshasa, ce qu'on appelle la géopolitique, la représentativité nationale, que le Teke et le Wumbu soient représentés dans toutes les institutions du pays. Sa réaction était très bonne, très favorable. Il nous a promis d'insérer la communauté Tekeumbu dans toutes les institutions du pays. Les invités de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont aussi exprimé leur volonté d'accompagner les autorités de la République dans leurs efforts d'améliorer les conditions sociales des Congolais. La lutte contre les violences sexuelles dans le Haut-Uélé, eh bien, les femmes leaders du territoire de Ouacha trouvent une alliée de taille. Il s'agit de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Cette délégation est venue justement solliciter l'implication de la présidente de la Chambre basse, Sylvie Moembo, sur les images de Bernard Baudot. Au-delà de félicitations pour son événement au perchoir et les encouragements dans l'exercice de ses fonctions, les femmes leaders du territoire de Ouacha, dans la province du Haut-Uélé, sont venues en délégation auprès de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lyokomoudiaï, pour qu'elle pèse de tout son poids dans la solution à mettre en place par rapport aux viols et violences sexuelles dans les sites d'exploitation de l'or. Nous sommes venus précisément pour demander son assistance et son orientation afin de nous connecter avec les organisations féminines, afin de nous soutenir pour nous sortir des conséquences de leur paillage, là où il y a des violences, des décès, il y a beaucoup de choses. Il est attendu que l'initiative de rencontrer le speaker de la Chambre basse du Parlement se fonde sur la profonde connaissance qu'elle a en matière de violences sexuelles. Destitué ou pas destitué, en tout état de cause, le gouverneur du Haut-Lomami est à couteau tiré avec l'organe délibérant provincial. La question était à l'ordre du jour au Sénat. Et Jeuni Dada Chabani.
Le gouverneur du Olomami, Lengue Massangumpoyo Marcel, est bel et bien en fonction. Il n'a jamais été limogé par l'Assemblée provinciale de sa province. C'est ce qu'on retient de l'audience lui accordée par le président du Sénat, l'honorable Alexis Tambo Mwamba. À l'issue de cette audience, il a éclairé l'opinion sur cette question. La destitution d'un gouverneur, il faut qu'il y ait une démission acceptée par le président de la République. Elle n'existe pas encore. L'Assemblée s'est réunie, avait d'abord lancé une motion de défiance qui ne respectait pas les règles. C'est une motion de défiance signée par une seule personne. Nous n'avons jamais vu les signataires, entre guillemets, qu'ils ont dit qu'ils existaient. Or, une telle motion doit avoir au moins 10% des membres de l'Assemblée provinciale, qui compte 28 personnes, 10%, ça signifie 2,8. On ne peut pas prendre 2,8, c'est au moins 3 personnes, et pas une personne. Cette motion a été écrite sur l'ensemble, l'emblème, ou l'entête plutôt, de l'Assemblée nationale, provinciale, sans qu'elle ne soit réceptionnée. On n'a pas d'accusé de réception sur cette motion de défiance qui a été transmise directement par le président de l'Assemblée vers nous. C'est qui était déjà une entorse, sans qu'une plénière ne soit organisée qui accepte cette motion de défiance. Eh bien, nous parlons d'autre chose à présent. Les habitants, du moins les quartiers le long du fleuve Congo, ont été touchés par les inondations causées par les eaux de pluie. Le Premier ministre est arrivé sur place. Les victimes seront délocalisées et relogées. D'autres précisions à travers ces commentaires de Françoise Belabouaki. Le grand monde sous eau. Des familles ont été forcées de quitter leur habitation. Nous sommes au quartier Kingabwa Pêcheur, commune de Limete. Alerté par la montée des eaux, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba vient répondre aux cris de détresse. Le chef du quartier, qui loge ici depuis 1975, témoigne que jamais la crue n'a atteint ce niveau. La terre ferme a disparu. Ces femmes disent détenir des documents légaux. Elles n'ont nulle part où aller. Nous devons nous battre pour que les eaux qui montent là puissent se calmer. Nous allons essayer de répertorier les sites fragiles, comme les sites ici, là où vivent les gens, là où ils ne devraient pas vivre, de manière à ce que nous puissions envisager, même d'abord provisoirement, délocaliser les personnes qui sont là. Un appel est lancé aussi à notre population pour qu'elle puisse faire attention. Vous ne pouvez pas vous faire rouler comme ça par tous les chefs de quartier venus de je ne sais où, qui viennent vous vendre des parcelles qui ne sont pas des parcelles en réalité. Ce quartier est voisin de la cité du fleuve, réputée pour ses constructions. Elle est en train de s'affaisser. La cité est mouillée. Plusieurs familles ont abandonné leurs résidences équipées. Le Premier ministre fait la marche pour découvrir le spectacle. Les appartements qui ceinturent la concession, avec vue imprenable sur le majestueux fleuve, ont été les premiers à être visités par l'eau qui peine à se retirer. Les allées ont disparu, les aires de jeu et les cours aussi. Il est annoncé d'autres pluies sur Kinshasa. La solution intermédiaire serait de déménager. L'indice de perception de la corruption tel que vu par Transparency International en 2018 démontre clairement que la lutte contre ces fléaux à l'échelle mondiale est au point mort et la République démocratique du Congo n'est pas épargnée, avec comme sous-thème corruption, véritable cancer social pour le peuple congolais. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice, Célestin Tundaya Kassende, a fait un message à ces sujets. En voici un extrait. Le 9 décembre 2019, un jour qui marque le 11e anniversaire de la Journée internationale de lutte contre la corruption, journée organisée pour la première fois en 2008 à l'initiative de l'ONU. Thème retenu cette année, unis contre la corruption pour le développement, la paix et la sécurité, avec comme sous-thème national, corruption, véritable cancer social pour le peuple congolais. Ce thème pousse à plus de réflexion sur la corruption, dont la lutte doit être l'affaire de tous. Chers compatriotes, pour mettre en œuvre la vision du chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement, conduit par son Excellence, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, nous devons concevoir en urgence
une stratégie nationale de lutte contre la corruption qui définisse notre politique en matière d'éducation, de prévention et d'application de la loi concernant la corruption. La lutte contre la corruption est en effet devenue aujourd'hui un enjeu global par sa dimension transnationale et par son caractère transversal. La corruption est l'une des graves menaces qui pèsent sur le développement, sur l'état de droit, mais également sur la sécurité et la stabilité des États et au-delà sur la sécurité internationale. La corruption a un impact négatif, incontestable sur le développement. Cet impact est d'autant plus fort que les populations les plus touchées par la corruption sont aussi, et bien souvent, les populations les plus pauvres. La corruption pèse également sur l'état de droit lorsqu'elle affecte des secteurs comme la police ou la justice, favorisant un environnement antidémocratique, contribuant à la déstabilisation des États, voire des régions entières, et compliquant ainsi davantage la réalisation des objectifs du millénaire. En ce qui concerne la justice, les douanes, les impôts, l'immigration, l'enseignement supérieur et universitaire, l'administration publique, la police, l'armée, les entreprises publiques et tous les secteurs de la vie nationale, tout le monde se souvient de Madesu Abana, de Mbote Alikasu, de Namelamai, de fonctions et l'équigrade, de Mbongo à transport, du circuit ou branchement, des points sexuellement transmissibles, de Katamilomo, de Nkosamishiku, de Masolo, de Fungwama, de Lesa Punda, Pundelesayo, de motivation, de COP et l'équisalaire, etc., etc. Aussi, pour mener la lutte contre la corruption, la détermination des États, mais également d'autres acteurs comme le secteur privé est essentielle. Il est aussi important de pouvoir s'appuyer sur des outils efficaces. C'est dans cette perspective que j'ai annoncé et j'y travaille pour la mise sur pied des organismes appropriés de proximité pour dénicher, traquer et réprimer la corruption dans ces diverses manifestations. Comme a dit Alexis de Tocqueville, ce qui met en danger la société, ce n'est pas la grande corruption de quelques-uns, c'est plutôt les relâchements de tous. Effectivement, pour que la lutte contre la corruption puisse vraiment réussir, une prise de conscience effective de la part de chaque citoyen est indispensable et une forte volonté politique de la part de nos dirigeants est plus que nécessaire. Alors, engageons-nous dès maintenant, mobilisons-nous dès à présent, conjuguons nos efforts afin de lutter contre la corruption et bâtir ensemble un avenir meilleur pour nos enfants. Eh bien, l'intégralité de ces messages à suivre juste après ce journal. Dans la même logique, c'est les bras séculiers du gouvernement en matière de lutte contre la corruption. L'Observatoire de surveillance de la corruption et l'éthique professionnelle vient de lancer un programme d'urgence anti-corruption. Les détails dans ces reportages de José Baïtombo. La corruption, voilà un fléau qui fait ravage dans tous les secteurs de la vie nationale en République démocratique du Congo. Le ministère de la fonction publique, à travers l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, a ouvertement déclaré la guerre contre cette pandémie. Pour y arriver, un programme d'action d'urgence anti-corruption est initié. Il est plus question de contrer, mieux, d'endiguer les effets de ces fléaux sur l'économie du Congo, à l'instar de nations modernes. Au dire de Yolande de Bongo Bosongo, ces activités seront étalées sur plusieurs séquences. À court terme, organiser une croisade anticorruption pour un Congo nouveau étalé sur les activités suivantes. Un cycle de conférences anticorruption sur le rôle de toutes les parties prenantes dans la lutte contre la corruption. Et le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Célestin Tundaya Kassende, qui lance officiellement ses activités, d'ajouter que le gouvernement de la République accorde une grande importance à l'instauration des institutions capables de sous-tendre la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la lutte contre la corruption un des segments prioritaires de son programme du gouvernement. Les experts des institutions étatiques sont à pied d'œuvre
dans le laboratoire du gouvernement pour doter la République démocratique du Congo d'une stratégie efficace et d'un cadre légal et institutionnel de lutte contre la corruption adapté au contexte politique du moment. Institutionnaliser les pratiques de transparence et de gestion démocratique au sein de l'appareil étatique reste le maître mot, a affirmé à son tour Saint-Augustin Mwendambali, directeur général de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle. La République démocratique du Congo se donne une discipline budgétaire et une nouvelle approche qui doit être consolidée. Le vice-premier ministre, ministre du budget Jean-Baudouin Mayomabé, qui a eu une séance de travail avec une délégation du département juridique du Fonds monétaire international. D'autres explications à travers ses commentaires. Une séance de travail qui s'est focalisée sur un diagnostic profond posé par les départements juridiques du Fonds monétaire international et la vice-primature du budget du cadre budgétaire. Le vice-premier ministre, ministre du budget Jean-Baudouin Mayomabé, a affiché sa ferme volonté de travailler sans relâche dans le sens de la maîtrise de la dépense, comme pour dire pas de dépenses extra-budgétaires lors de l'exécution du budget 2020. Les discussions se sont poursuivies entre experts de deux parties sur l'informatisation de la chaîne de la dépense. Pour revenir à la gestion sur base caisse du budget, Jean-Baudouin Mayomabé adopte une nouvelle approche. Les dépenses seront effectuées secteur par secteur, une manière d'éviter certaines dépenses urgentes. Une soupape de sûreté, propos du directeur de cabinet Jean-Marie Bamporiki au délégué du Fonds monétaire international. Budget 2020, les gouvernements à travers le ministère du budget rassurent sur le fait que les choses se feront autrement, faisant allusion à la note circulaire destinée aux gestionnaires des crédits. À noter par ailleurs que la mission à Kinshasa des délégués du département juridique de cette institution de Bretton Woods prend fin le 20 décembre prochain. Le programme alimentaire mondial, son rôle dans l'assistance à l'endroit des personnes victimes des conflits armés touchées par des catastrophes naturelles, sujet au cœur des échanges entre Madame le vice-premier ministre, ministre du Plan et une délégation du programme alimentaire mondial. Et la même délégation a été reçue également par le ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. C'est un condensé signé Peggy Mukunda. L'ensemble des activités du programme alimentaire mondial mené en République démocratique du Congo